Deux notions que je n'ai pas pu vous expliquer la séance dernière. C'était la situation nette et le résultat. En fait, je vous ai expliqué, mais je voulais faire une vraie différence entre ces deux notions. Il faut faire la différence. On a dit que la situation nette, c'était à l'ouverture d'un exercice. À l'ouverture d'un exercice, la situation nette égale à la somme des capitaux propres. Et à la fin d'un exercice, ça veut dire que lorsqu'on a déjà fait notre activité, achat, vente, et qu'à la fin de l'exercice, on veut calculer la situation nette, c'est la somme des capitaux propres plus ou moins le résultat. C'est ce qu'on avait dit. Et on avait dit que le résultat, alors, on avait dit que cette définition, situation nette fin d'exercice, capitaux propres plus ou moins le résultat, c'est égal à la somme des biens également moins la somme des dettes. C'était pareil. Les deux formules sont équivalentes. Au niveau du résultat, on a dit que le résultat découlait de l'équation total actif égale total passif. Voilà. On avait dit que total actif égale total passif. Le résultat découlait de cette équation. On avait donc dit que le résultat, c'était le total du côté actif moins le total du côté passif. Voilà. Et on a démontré ce jour que ce résultat, qu'on pouvait trouver ce résultat en faisant si total actif est égal à total passif, ça signifie que total actif est égal total passif. On avait dit que c'était la somme des ressources. C'était la somme des ressources, y compris le résultat, c'est-à-dire plus ou moins le résultat. Ok? Et si on veut calculer le résultat, on va dire ici là que total actif moins la somme des ressources est égal à plus ou moins le résultat. Voilà. Et on a bien ça. On voit bien qu'ici, on a, dans le total actif, c'est bien la somme des biens. Hein. C'est la somme des biens. Ok? On voit bien que cette définition, somme des biens moins somme des ressources, est différente de celle-là. Somme des biens moins somme des dettes. Alors faites attention parce que les ressources ne sont pas les dettes. Hein. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention parce que les ressources d'une entreprise, sont différentes des dettes. Ok? Les ressources englobent les dettes. Ok? Quand tu fais les ressources dans une entreprise, quand tu veux calculer les ressources d'une entreprise, tu as les capitaux propres et tu as les dettes aussi dedans. Donc, la dette n'est qu'une seule partie des ressources. Ok? Donc, le résultat, pour déterminer le résultat, on se sert des ressources. Alors, pour déterminer la situation nette, on se sert uniquement des dettes. Alors, ça, c'est clair. Aujourd'hui, on va aborder une autre notion qui est le classement des postes dans le bilan. Ok? Le classement des postes dans le bilan. Comment ça marche ce truc? Comment ce truc ça marche? Alors, le classement des postes dans le bilan. Comment on classe les postes dans le bilan? Au fait, ce que vous allez savoir, c'est que dans un bilan, les postes ne sont pas classés au hasard. Les postes ne sont pas classés au hasard. Il y a un ordre à respecter. Alors, j'ai dit dans la séance précédente que le bilan était divisé en deux. Un côté qu'on appelait l'actif ou les emplois, et de l'autre côté qu'on appelait le passif ou les ressources. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et j'ai dit que les ressources, que pour avoir le bilan, il faut d'abord avoir les ressources. C'est la première chose qu'on a avant d'avoir les emplois. On a toujours les ressources avant d'avoir l'emploi, pas l'inverse. Je disais que les ressources, c'est quoi exactement? Les ressources, c'était l'origine des moyens. L'origine des moyens d'une entreprise. Et je disais également que l'actif, c'est
comment les ressources ont été utilisées. Reprends la question comment les ressources ont été utilisées. Au fait, c'est l'utilisation des ressources. Voilà. C'est ce que j'ai dit. C'est l'utilisation des ressources. Alors, mais comment on classe les éléments dans le côté actif et les éléments dans le côté passif? Ce que vous allez savoir, c'est que dans le bilan, les éléments du côté actif sont classés selon l'ordre, ici dans le côté actif, évidemment, selon l'ordre de liquidité croissante. Et ici, selon l'ordre d'exigibilité croissante. Donc, ici, les éléments sont classés selon l'ordre de liquidité croissante. Et au passif, les éléments sont classés selon l'ordre d'exigibilité croissante. Qu'est-ce que ça veut dire, ce petit français là? Croissante. Alors, selon l'ordre de liquidité croissante, au fait, c'est la faculté, selon l'ordre de liquidité croissante, c'est la faculté qu'a un élément de l'actif à se transformer en argent comptant. C'est la faculté qu'a un élément d'actif à se transformer en argent comptant. Et ces éléments sont rangés dans l'ordre croissant, je dirais. Voilà. Donc, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Du plus petit au plus grand de la faculté à se transformer en argent liquide. Alors, comme ça. Comme ça. Donc, ici, en bas, on aura des postes au fur et à mesure. On aura des postes qui ont la faculté, qui ont plus de faculté à se transformer en argent liquide, ici, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Au-dessus, ou bien plus haut, on a des postes qui sont difficiles à se transformer en argent liquide. Ok? Par exemple, ici, on peut citer quoi? On peut citer les écarts de conversion actifs, qui correspondent ici, évidemment, à des pertes probables. Ici, ce sont des écarts de conversion, active. Lorsque vous achetez un produit à l'étranger, et que vous l'achetez par exemple en dollars peut-être américains, au moment de la conversion à l'inventaire, vous pouvez dégager évidemment des pertes. Au fait, vous pouvez dégager des pertes au moment de la conversion. Ces pertes-là, on les enregistre en écart de conversion actif. C'est plus facile de les transformer en argent comptant que un bien, par exemple, un terrain. Alors là, on a l'écart de conversion actif. On peut aussi avoir la trésorerie active ou actif. On peut avoir quelque part ici des bâtiments. On peut avoir le terrain. On peut avoir des titres. Je dis des titres de participation, s'il faut dire. Ok? Donc, dans le bilan, du côté actif, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la trésorerie ici, quand je dis trésorerie, je parle de la banque et la caisse, c'est ici. On a plus de facilité à avoir de l'argent dans la trésorerie que de vendre un bâtiment. Pour vendre un bâtiment, c'est plus difficile d'avoir de l'argent lorsque vous vendez un bâtiment. C'est-à-dire, il y a des procédures, tu dois passer des jours et avant de vendre ton bien et d'avoir l'argent cash. Alors que dans la trésorerie, on a de l'argent cash. Donc, les postes de l'actif sont classés dans cet ordre-là. Ceux qui sont plus faciles à se transformer en argent comptant, ils sont en bas.
Et ceux qui sont plus difficiles d'être transformés en argent comptant sont en haut. OK? Et du côté du passif du bilan, c'est également dans ce sens-là, c'est l'ordre d'éligibilité croissante. En fait, c'est la faculté à rembourser rapidement une dette. Exigibilité croissante. Lorsqu'on dit quelque chose exigé, ça signifie que c'est dû. C'est dû. C'est à payer immédiatement. C'est inéluctable, s'il faut le dire comme ça. Il faut absolument payer. Voilà. Donc, un élément qui doit être payé absolument. Si on fait dans cet ordre-là, on aura les écarts de conversion passive qui correspondent évidemment à des gains latents. On a la trésorerie passive, s'il faut dire aussi comme ça. Quand je parle de trésorerie passive, je fais allusion ici au concours bancaire ou de couvert bancaire. Hein. Et on a des dettes. Quand on parle des dettes fournisseurs, dettes envers le personnel, dettes envers les associés, tout ça, ça se trouve là-dedans. Et on a ici les capitaux propres, le capital, on peut dire le capital. OK? Alors, il est plus facile de rembourser une dette envers l'État. Il est plus facile de rembourser une dette envers l'État que de rembourser le capital des actionnaires. D'abord, dans tous les cas, on rembourse le capital des actionnaires en général lorsque la société veut être fermée. Et même quand la société veut être fermée, il faut d'abord payer tous les fournisseurs. Donc, c'est-à-dire ici, il faut payer les fournisseurs et tout ça là, avant que le reste est partagé entre les associés. Ok? C'est pareil, la trésorerie passive, lorsque vous êtes en découvert bancaire, si vous voulez être en découvert bancaire, lorsque vous avez une dette de découvert bancaire, il est plus facile de payer cette dette-là que de payer votre fournisseur. Parce que pour payer le fournisseur, il faut d'abord avoir de l'argent d'abord en banque. Et là, quand vous êtes déjà ici, ça veut dire que vous n'avez pas d'argent dans la banque. Donc, la première chose, c'est d'abord de payer cette dette-là, de trésorerie passive. Donc, en gros, voilà comment classer les postes dans le bilan. À l'actif, selon l'ordre de liquidité croissante, au passif, selon l'ordre d'éligibilité croissante. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je vous demande aussi, qu'est-ce que j'ai aussi de nouveau à partager avec vous? Alors, le classement. On a vu le classement. Et je vais vous donner un peu comment est constitué les différentes rubriques qu'on peut retrouver dans un bilan. Ok? Les différentes rubriques. Alors, ça, c'est bon. Je vais effacer ça. Alors, je vais vous montrer les différentes rubriques que nous pouvons retrouver dans un bilan. Alors, là, je suis en train de vous faire vraiment quelque chose de plus simplifié. Hein. C'est simplifié. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, on va corser de telle sorte que voilà, les choses soient vues dans l'ensemble, soient comprises dans l'ensemble aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le bilan? Le bilan, il est comme ça. On a dit qu'il y avait deux côtés, le côté actif et le côté passif. Ça, c'est le côté actif. Et ça, c'est le côté passif du bilan. Alors, à l'actif du bilan, la première rubrique qu'on a ici, la première rubrique, c'est l'actif immobilisé. Voilà, l'actif immobilisé. Ça, c'est la première rubrique qu'on a dans un bilan. Après, on a l'actif circulant. La deuxième rubrique. Après, on a ce qu'on appelle la trésorerie. La trésorerie actif. J'aime bien mettre trésorerie avec un trait d'union ici, actif, qui signifie la trésorerie actif. Et enfin, en bas, on a ce qu'on appelle ici les écarts de conversion. Les écarts de conversion actifs. Voilà.
que j'aime pas trop mettre dans la trésorerie. Ok? Et au passif du bilan, alors je vais prendre un stylo rouge pour faire la différence. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a les capitaux propres. Capitaux propres, ici. Ok? Et les capitaux propres, on a cette rubrique là. Et là, on a ce qu'on appelle le passif, les dettes financières d'abord. Les dettes financières. Dettes financières, ok? Les dettes financières. Et en bas, on a ce qu'on appelle le passif circulant. Le passif circulant. Et plus bas, on a ce que moi j'appelle, ce qu'on appelle les écarts de conversion passif. Voilà. Donc voilà les différentes rubriques qu'on peut retrouver dans un bilan. En général, c'est dans cette logique-là que le bilan est tracé. Alors, à l'actif immobilisé, et comme vous voyez, avant d'arriver dans le détail, les rubriques sont classées toujours dans l'ordre. Dans l'ordre, ici c'est bien dans l'ordre. L'ordre, ici c'est l'ordre de liquidité. L'ordre de liquidité croissante. Ok? Donc, faculté à se transformer en argent comptant. C'est plus facile d'avoir l'argent comptant ici, plus facile de transformer en argent comptant les éléments d'ici, plus facile de transformer le passif circulant en argent comptant que l'actif immobilisé. Ok? Pareil, que ce soit ici. Ici, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai dans le même sens, mais en ordre, est classé en ordre d'exigibilité, exigibilité croissante. Ok? Il est plus facile de payer cette dette-là, plus facile de payer ça, plus facile de payer ça par rapport à ça, plus facile de payer ça par rapport à ça. Donc c'est ça la possibilité de placer en argent comptant. Alors, dans l'actif immobilier, qu'est-ce qu'on a dans l'actif immobilier? On a plusieurs choses qui entrent ici. On a les charges. On a les charges immobilisées. Ok? Les charges immobilisées ici, c'est quoi? Comme charges immobilisées, on peut avoir la prime de remboursement des obligations, les charges à repartir sur plusieurs exercices, qu'on peut les mettre là. Et là, on a aussi les immobilisations incorporelles. Les immobilisations incorporelles. Qu'est-ce qu'on a dans les immobilisations incorporelles? On peut avoir le fonds de commerce, ouais, les marques, les licences, on les retrouve ici dans les immobilisations incorporelles. On a aussi les immobilisations corporelles. Les immobilisations corporelles, c'est quoi? On peut retrouver le bâtiment, les terrains, les voitures, les stocks, les créances clients. Non, pas les stocks, excusez-moi, pas les stocks. Les immobilisations corporelles, on a tout ce qui est voiture, bâtiment, terrain, tout ce qui est compte de la classe 2 en tout cas. Concernant les immobilisations corporelles. Ok? Et après, on a ce qu'on appelle les immobilisations financières. Alors, dans les immobilisations financières, c'est tout ce qui est titres, dépôt et cautionnement, les titres de participation, les titres immobilisés, les titres immobilisés de l'actif du portefeuille, tout ça, c'est là. Et un actif circulant, qu'est-ce qu'on a en actif circulant? En actif circulant, on a ce qu'on appelle les stocks. On a les stocks, on a les créances clients. Ok? Voilà ce qu'on peut avoir à l'actif circulant. On peut aussi avoir
les charges constatées d'avance. Oui, on peut aussi avoir les charges constatées d'avance. Ok? Et dans la trésorerie actif ici, on a ce qu'on appelle la banque, on a la caisse, on a les comptes de chèques postaux, voilà, comptes de chèques postaux, et quoi d'autre? Et les valeurs mobilières de placement, voilà, parce qu'on peut avoir les valeurs mobilières de placement et les écarts de conversion actifs. On va revenir plus en profondeur par rapport à ça. Hein. On reviendra plus en profondeur par rapport à ça. Alors, dans les capitaux propres, qu'est-ce qu'on a? Si je prends sur le noir, on a le capital, on a les réserves, on a aussi le report à nouveau, on peut aussi avoir les subventions d'investissement, on peut aussi avoir le résultat dans ce truc-là, on peut aussi avoir le résultat, on peut aussi avoir les provisions réglementées, ok, provisions réglementées. Dans les dettes financières, c'est tout ce qui est emprunt à long terme, emprunt à long terme, ok. Dans le passif circulaire, c'est tout ce qui est découvert bancaire, découvert bancaire ou concours bancaire, découvert bancaire et les états de conditions passives. Ok, donc voilà en gros comment est classé le bilan selon l'ordre de liquidité croissante et selon l'ordre d'éligibilité croissante pour le passif. Mais toujours avec ces rubriques-là. Dans le bilan, vous allez toujours voir ces rubriques-là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ces 4 rubriques-là qu'il faut retenir, plus important. Ok. Alors, je vais vous expliquer un peu la notion de écart de conversion actif et écart de conversion passif. Ok. Je vais effacer ça. Je vais effacer ça. Et je vais vous expliquer juste en passant parce que après, dans les cours qui vont suivre, on va bien voir ça en profondeur. Ok. Imaginons, vous achetez, vous êtes en France évidemment, vous avez votre activité en France, vous partez en Amérique, vous achetez, on va dire, une marchandise en Amérique pour ramener ici en France pour pouvoir vendre. Alors, lorsque vous partez, là nous sommes en Amérique, ok, là nous sommes en Amérique, et ici nous sommes en France. En France, on utilise l'euro, ok, et là on va utiliser le dollar, ok, on va utiliser le dollar ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque vous quittez de la France pour venir ici acheter un produit? Imaginons que vous l'achetez vous pouvez l'acheter en ligne, vous n'êtes pas obligé de prendre l'avion et tout ça, ça peut se faire en ligne aussi. Ok? Vous achetez par exemple une marchandise, c'est ça. Il vous livre une marchandise. Le fournisseur américain, un fournisseur américain vous livre une marchandise qui coûte, je vais prendre 100 euros. Je prends les petits montants pour qu'on puisse bien comprendre. 100 euros, vous l'achetez à crédit. Au moment de l'achat, le dollar américain, vaut évidemment, on va dire que 1 euro, ça vaut, quand je vais prendre l'exemple plus facile, comment tu peux prendre ça? On va dire 1 euro, ça vaut, c'est un exemple un peu bête, mais 2 dollars. Je vais mettre ça comme ça. Ok? 1 euro vaut 2 dollars. C'est vraiment un exemple bête, hein. Mais on s'en fout des devises, la devise. Ça c'est pas le plus important. Voilà, le plus important, c'est comprendre le mécanisme. Voilà. Lorsque vous achetez la marchandise, il vous vend la marchandise à 100 dollars. Ok? Il vous vend la marchandise à 100 dollars au moment de l'achat.
Lorsque vous arrivez, lorsque la marchandise arrive le jour de l'achat, dans la haute comptabilité en France, attends, avant d'y arriver, vous achetez la marchandise à cette date. Je vais prendre un petit chemin comme ça. Ça c'est, imaginons, ça c'est le 10 février. Le 10 février. Ici, c'est le 10 juin. Et là, c'est le 10 janvier. Le 10 janvier de l'année N plus 1, évidemment. N plus 1. Ici, c'est N. Ici, c'est N. Donc, ici, c'est le 31 décembre N. OK? Vous achetez la marchandise le 10 février N à 10 $. Vous achetez à 10 $. Alors, vous achetez la marchandise à 10 $, en cette date-là. Mais dans votre comptabilité, puisque votre comptabilité est en euros, il faudrait convertir les 10 $. Alors, le jour où vous avez acheté 10 $ vaut combien en euros? On a eu la devise ici. On a dit que 1 euro est égal à 2 $. Ce qui signifie donc que on aura donc, si 1 euro vaut 10 $, 10 $ va valoir combien? 10 $ va valoir 50 euros. J'ai fait 10 $ divisé par 2, pendant 50 euros. Donc dans votre comptabilité, lorsque vous allez comptabiliser en date du 10, c'est en France, dans le journal, vous allez comptabiliser achat de marchandises de 50 euros. Ok, imaginons. Alors, je comptabilise l'achat de marchandises. Ça, c'est vraiment. On verra ça plus tard. La comptabilisation, on verra plus tard. Mais c'est juste pour que vous compreniez. Je comptabilise l'achat de marchandises à crédit. Ce que j'ai acheté à crédit. À 50 euros. Ok? Le jour où j'ai acheté cette marchandise à 50 euros, mon fournisseur m'a demandé que je dois régler la marchandise le 10 janvier N plus 1, l'année suivante, le 10 janvier N plus 1. Mais, dès que j'arrive au 31 décembre, il faut que je clôture mon exercice. Au 31 décembre, il faudrait que je clôture mon exercice. Pour clôturer l'exercice, il faudrait alors que j'évalue. J'évalue combien vaut. Est-ce que les 50 euros valent encore 50 euros au 31 décembre? Parce que je dois régler en janvier. Mais il faudrait que j'évalue ma devise il fallait que j'évalue ma marchandise au 31 décembre. Ok? Au 31 décembre. Alors, au 31 décembre, on dit ici plutôt qu'au 31 décembre, 1 euro est égal à. On va dire 1 euro est égal à 1 $. Je vais simplifier. 1 euro est égal à 1 $ au 31 décembre. Ce qui signifie donc que les 10 $, vaut combien? Les 100 $, ça vaut 100 euros. Ok? Ici, donc 100 euros est égal à 100 $. Ok? Donc je comprends donc que s'il faudrait, au 31 décembre, il faudrait payer mon fournisseur, je devrais lui donner 100 $. Je devrais lui donner 100 euros. Si je voudrais payer mon fournisseur en dollars, il faudrait que je lui donne 100 euros. Par contre, j'avais déjà comptabilisé que je dois à mon fournisseur 50 euros. Ok? Dans ma comptabilité, je lui dois 50 euros. Mais avec l'évaluation que je viens de faire ici, il faudrait que j'ajuste le compte de mon fournisseur. Ok? Il faudrait que j'ajuste son compte pour montrer que je lui dois au-delà de 50 euros. Au-delà de 50 euros. Donc, je vais donc augmenter donc cette dette fournisseur. Alors, la dette fournisseur va donc augmenter. J'aurai donc un 401 ici.
Ok, et un compte 6 comme ça. Ça va augmenter les 50 euros. Donc, si on fait la somme des comptes fournisseurs, on voit bien que je lui dois 50 euros. 50 euros. Et ça constitue l'écart de conversion actif. Parce que c'est une perte. L'écart de conversion actif, c'est toujours une perte probable. Une perte, donc, l'écart de conversion active correspond toujours à une perte. Soit qui est la diminution d'une créance ou l'augmentation d'une dette. Ok? Si une créance diminue chez vous, si un client vous doit 10 euros et que à la fin de l'année, vous constatez qu'il vous doit plutôt 9 euros, c'est vous qui perdez. C'est un écart de conversion actif. Si vous devez à un fournisseur 10 euros et que à la fin de l'année, vous constatez que la conversion avec la devise actuelle, vous le devez plutôt 12 euros. C'est vous le perdant. Donc, c'est l'écart de conversion actif. Et l'écart de conversion passive, c'est le contraire. C'est un gain. Ici, c'est une perte latente. Hein? C'est une perte latente. Pareil, ici, c'est un gain latent. OK? Et c'est l'inverse de ça, c'est-à-dire une augmentation de la créance. Et là, c'est ou bien une augmentation ou bien une diminution de la dette. OK? C'est l'inverse. Donc, je me rends compte que au 31 décembre, ce n'est pas la date de paiement. C'est pas la date de paiement. C'est juste la date à laquelle j'arrête mes comptes. Et comme j'arrête mes comptes, il faudrait déjà savoir que s'il arrivait que ma société fermait au 31 décembre, combien vais-je payer à ce fournisseur? Je dois payer 100 euros, qui correspond à 100 dollars. OK? Donc, voilà un peu comment fonctionnent les écarts de conversion active. On va voir plus en profondeur comment on enregistre, comment ça fonctionne. Et ensemble, on pourra avancer là-dessus. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, voilà. Juste une petite précision aussi dans le bilan, c'est que le bilan, il est fait de telle sorte que le bilan, il est fait à l'actif et au passif. On a vu qu'il y avait plusieurs postes. On a vu qu'il y avait l'actif immobilisé, on a vu qu'il y avait l'actif immobilisé, qu'il y avait l'actif circulant, qu'il y avait la trésorerie et qu'il y avait les écarts de conversion actifs. On a vu aussi qu'il y avait les capitaux propres, les dettes. Ça, c'est les différentes rubriques. Hein. Les dettes, on a vu également qu'il y avait le passif circulant et qu'il y avait les écarts de conversion passifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équilibre du bilan, très important ça, l'équilibre du bilan doit toujours être respecté. Quels que soient les mouvements qu'on fait à l'actif ou au passif, l'équilibre doit toujours être respecté. OK? Si on ajoute un élément ici, si on ajoute un élément ici, il faudra qu'on retire cet élément-là de ce côté de même montant pour conserver l'équilibre du bilan. Ou bien qu'on l'ajoute ici pour conserver l'équilibre du bilan. Donc, si j'ajoute plus 10 ici, il faudrait que je fasse moins 10 quelque part ici. Ou au cas contraire, je fais plus 10 ici. OK? Si je fais moins 5 ici, il faudra que je fasse plus 5 ici pour garder l'équilibre du bilan. Ou bien, si je fais moins 5 ici, il faudrait que je fasse plus 5 dans ce côté-là. Quand je dis ici, c'est en fonction
côté actif et du côté passif. Ok? Donc, l'équilibre du bilan doit toujours être respecté. Ok? Par exemple, si je dis diminution d'un poste d'actif, si je dis par exemple retrait de la banque pour alimenter la caisse. Ok? Retrait de la banque pour alimenter la caisse. Si je retire dans la banque pour alimenter la caisse, j'ai la caisse. Dans la trésorerie, j'ai la banque, j'ai la caisse. Si je retire de l'argent, si je retire 10 euros dans la banque, 10 euros, je reviens remettre les 10 euros dans la caisse. Donc, ça n'a pas changé. Le côté actif reste le même. Les montants ne changent pas. Le total actif ne change pas. Le montant reste le même. Ok? Par contre, si je dis dans la caisse, il y a un manquant de 10 euros. Imaginons que dans la caisse, on fait un décompte. On fait un décompte physique. On constate qu'il y a un manquant de 10 euros dans la caisse. Ça veut dire qu'il y a une perte. Et cette perte-là est compensée par le résultat. S'il y a une perte, par exemple, un manquant de 10 euros dans la caisse, c'est le résultat de l'entreprise qui doit être impacté. C'est pour ça qu'on vous dit que le résultat se calcule toujours en dernier lieu, en dernière position. Ok? Voilà. Donc, je voulais un peu faire la notion d'équilibre du bilan pour vous dire que lorsqu'on enlève un élément ici, on doit l'ajouter ici. Au cas contraire, lorsqu'on enlève un élément ici, on l'ajoute toujours ici. Si on enlève un élément ici, on l'ajoute toujours ici. Dans le cas où on ne l'ajoute pas, c'est le résultat qui est impacté. Ok? C'est le résultat de l'entreprise qui est impacté. Voilà ce que je voulais voir avec vous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance. Vous aurez encore une notion un peu plus technique. Ok? Une vraie notion plus technique. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance.